Merci d'être là. Merci Ringuet de Québec d'avoir pensé à ça. Merci de m'avoir invité. On va faire un petit peu le pedigree du mono. Je suis un Fred Pellerin. On va raconter des choses. Donc, je vais vous dire un petit peu mon parcours. Vous compreniez pourquoi on m'a appelé. Je ne suis pas sorti d'une boîte de Cracker Jack. Donc, premièrement, mon nom est François Marcoux. Il est impliqué dans la ringuette depuis 15 ans, au hockey depuis 20 ans. Donc, j'ai quand même un bon bagage là, sur le terrain. Toutes les formations nécessaires jusqu'à Hockey Canada, Calgary, puis Ringuet de Québec, tous les niveaux. J'ai fait le maximum que je pouvais pour toujours aller sur le plancher. Donc, ceux qui veulent chercher, le PNCA, c'est le CC 83 77 59 pour aller voir le pedigree là-dedans. Maintenant, merci aux gens d'être présents. Je me rends compte que 18 régions. Pour l'A1, je pense que c'est notable, c'est bien. On a un coach moustique, j'aimerais ça qu'elle se lève. Elle n'est pas là. Ah oui, elle est là. Je n'ai vu pas. Merci d'être là, madame. On a 13 coachs au niveau du novice, 10 au niveau de la tombe, 10 au niveau de Benjamin, 3 juniors, 7 cadettes et une survivante. Inter 2, Open 2. Ça me rend vraiment heureux parce que, je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec Hockey Canada, avec M. Flaherty, qui est une sommité Hockey Canada, puis j'étais rendu à un niveau là, à Calgary, une affaire de fou, là. Passais des semaines dans les études et tout ça. Puis, il demande au coach présent, vous coachez quoi? Là, moi, je suis en Europe, je suis en Suède, dans le région majeure, c'est Seattle, BC Child, aux États-Unis. Quand c'est arrivé à moi, il dit Atome 2B. Tout le monde s'est reviré. M. Flaherty, il dit enfin, il dit il y en a un qui est à bonne place. Ça fait que ceux qui sont dans les petites catégories, bravo, parce que c'est là que ça part. Je ne dis pas non bravo aux autres, là. Je dis que c'est important qu'on ait la majorité des entraîneurs impliqués à la base. Parce que former un entraîneur, c'est plus difficile que de former un athlète. Les bons entraîneurs forment des bons athlètes. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Oui? Moi, j'ai coaché les deux. J'ai fait des profils, des programmes sport-études, concentration, prep school, basé sur les réseaux américains. J'ai touché pas mal à toutes, filles et garçons. Donc, c'est une panoplie de tout ça. Donc, merci d'être présent à tous ces gens. OK. Moi, je viens de Petford, Black Lake, petite ville. Tu viens de là? OK, je suis tout seul. C'est beau. Il n'y a pas la mentose, c'est correct. J'ai été élevé d'une famille de 6 enfants à 8 ans. Donc, mon père n'a pas niaisé, ça fait bing, bang, boom. 6 en 8. J'ai des frères qui ont 10 mois de différence. Maman n'avait pas le temps de bien breaker. Mais on était élevés par un père mineur, une mère qui était professionnelle à l'époque. C'était rare quand même, une maman infirmière qui a une profession. Dans la rue, chez nous, c'était 10-12 enfants de la gang. Fait que d'avoir le côté de la mère aller à l'école, le côté du père travailler mes petits tabarouettes. Fait que, puis, faites du sport. Fait que là, on est élevé là-dedans. Fait que les valeurs familiales ont été transmises. Donc, on est allé à l'école, on est devenu très travaillant, puis on a fait du sport. Les 6 enfants. Fait que jusque-là, moi, j'ai joué au hockey quand même à un bon niveau. Puis, à 17 ans, j'ai arrêté de jouer au hockey. Mon père était mort à 16 ans. Histoire de fou, mais les gars. C'était impossible à l'époque que je puisse continuer à jouer au hockey d'un niveau junior en faisant des études logiques. Donc, j'ai arrêté le sport. C'était la bonne décision. J'ai fait du génie mécanique, travaillé à SNC, bel hélicoptère, j'ai fait une belle carrière là-dedans. Sauf que j'ai rencontré la femme de ma vie, il y a eu des enfants. Les enfants m'ont ramené au sport. Fait que là, comme vous autres, t'as des beaux parents, on veut s'impliquer pour nos jeunes qui est de quoi de bien. Fait que aujourd'hui, je vous le dis, j'ai un garçon qui est professionnel au hockey, j'ai 2 filles qui ont fait Team Québec au Jeux du Canada. Fait que j'ai vraiment des athlètes chez nous. C'est aussi génétique, je vous le dis, là, il y a vraiment une part là-dedans qui est génétique. Et puis, ça m'a ramené, parce que je ne voulais même pas que mon gars joue au hockey. Pour différentes raisons, je fais d'autres sports. Puis à 3 ans, ma chalet avec son petit bâton dans le garage, je joue au hockey. Il
finalement, je l'ai amené au hockey mineur. C'est mon premier, c'est mon plus vieux. Puis là, j'ai vu une pratique. Il a dit, Boswell, ça n'a pas de sens. Il se donnait des coups de bâton sur la tête. C'était n'importe quoi. Et il dit, OK, je suis allé voir le bureau du hockey mineur. Il dit, je peux-tu vous aider? Il va au junior. Oui, monsieur. Là, il était pogné, ils m'ont piqué pour 20 ans. Ça a été fini, fait que je suis tombé le coaching pour ça. Il fait pareil mes filles à Ringuette. Donc, du moustique, j'ai même des anciennes ici là, que je vois, là, que j'ai eu la chance de coacher. Puis des parents aussi, de coacher avec eux autres. Donc, du moustique attaché patin à 5h30 du matin jusqu'à junior, garçon et filles, hockey Ringuette. J'ai fait le tour de la roue avec ça. Ensuite de ça, j'ai fait 11 ans de bénévolat dans le coaching. Après ça, on est venu me chercher pour être directeur de l'Académie McDonald's. T'en souviens, Mélissa? OK. Mélissa, ça a été une de nos entraîneurs, fille à l'époque. Et puis, j'étais content parce que moi, j'avais des écoles de hockey, il y avait toutes sortes d'affaires dans le hockey. Puis, j'avais réussi à avoir la job parmi des coachs professionnels. Donc, j'ai dit tabarouette. Ça m'a donné un edge pour avoir confiance en moi puis dire, peut-être que j'ai une branche vraiment qui m'allume. Fait que j'avais réussi à avoir le job pour être directeur de l'Académie au niveau des jeunes. Donc, tout écrire les protocoles, les programmes d'entraînement, puis rouler tous les coachs. J'ai fait ça de 4 ans. Ça m'a amené à avoir beaucoup d'expertise avec des pros. Donc, écouter ce que les pros avaient vécu, puis avec mes idées que j'avais, c'était des valider avec eux autres. Donc, c'était comme une étude de terrain. Ça m'a servi beaucoup pour la suite des choses. Ensuite de ça, ben là, j'avais pas mal de bagages. Je commençais à vieillir. Et là, à 54 ans, je suis rendu vieux. Mais je suis encore sur les glaces. Ça tourne moins vite, mais on est encore là quand même. J'ai fait 12 ans comme propriétaire fondateur d'un programme élève-athlète sur un réseau nord-américain. Donc, on fournit, nous autres, des élèves-athlètes au niveau de l'université américaine en Europe. On a des joueurs professionnels aujourd'hui. Ça fait... on a en moyenne un de nos élèves-athlètes par année qui va signer professionnel. Ce qui est le plus fun là-dedans, c'est que tous nos professionnels, 73% sont diplômés avec un bac. Et ça, c'est notre fierté. C'est vraiment d'être des bonnes personnes, l'importance de l'école, puis faire du sport. C'est vraiment ça qui me nourrit aujourd'hui. Donc ça, c'est terminé. Je parle plus de moi, c'est fini. Maintenant, la conférence, c'est quoi être entraîneur en 2019? Si je vous disais en 10 ans, là, c'est phénoménal comment que ça a changé au niveau des coops. Les coops des jeunes aujourd'hui, un arme de destruction massive. Je vous le dis, ça a changé d'une façon incroyable. Donc, il faut s'ajuster. La société évolue. C'est à nous autres à s'ajuster. C'est à nous autres les formateurs. Donc, il faut évoluer avec ça. Donc, première qualité, je dirais, comme entraîneur, c'est d'être un accompagnateur. Tu n'es pas au-dessus des autres, tu n'es pas au-dessus des parents, tu es un accompagnateur. Donc, tu vas l'accompagner 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Tu vas être une personne dans un passage dans sa vie, tout simplement. Il faut que tu sois aussi un ambassadeur du sport. Si tu critiques, tu chiales, ça se peut que tu aies des athlètes qui critiquent, puis qui chialent, puis qui revendiquent tout le temps. Ambassadeur du sport veut dire que tu aimes ton sport. Donc, tes athlètes, ils jouent avant tout pour l'amour du sport. Pas pour le nom dans le dos. D'ailleurs, chez nous, il n'y a aucun nom dans le dos. Chez nos athlètes, il n'y en a pas. Ils jouent pour le crest. Puis, ils ne jouent pas pour des stats. Ils jouent parce que c'est une saine habitude de vie, puis ils veulent se dépasser. Des sports collectifs, surtout. Donc, ambassadeur du sport à la base, revenez souvent à ça. Pourquoi tu fais du sport? C'est pour l'amour du sport. Quand tu as un enfant qui est d'une équipe qui gagne un match dans l'année, il faut qu'elle aime le sport. Surtout pas pour les victoires et les défaites. Là. Mais même si tu as 20 victoires en 22, il faut quand même t'aimer le sport. Fait que ça, c'est important d'être ambassadeur de votre sport favori. Vous devez être des exemples, les athlètes. Exemple dans le langage, dans le comportement, dans la ponctualité, dans la façon d'être, avec les arbitres, c'est dans tout. Fait que vous êtes l'exemple, surtout que les tout petits. Ils vous regardent aller. Si vous êtes croche, ça se peut qu'ils deviennent croche. Être crédible dans vos éducatifs. Vos éducatifs, c'est vos pratiques. Les programmes, moi, j'en ai écrit des programmes. C'est 200 heures d'écrire un plan de saison. Mais même si je l'écris, je le donne dans les mains d'un coach, ça se peut qu'il ne l'applique pas. Vous courez, vous travaillez, vous arrivez serré
pour la pratique, vous auriez dû la monter le soir, la veille, même si vous arrivez serré, vous devriez être prêt. Ça, je vois ça trop souvent dans le coaching. Les gens qui garochent à la dernière minute, les enfants le sentent. Le coach n'est pas prêt, il n'est pas crédible dans ses éducatifs, il aime moins ça. Parce qu'un jeune, tout sport confondu, va abandonner un sport par manque d'amélioration. C'est ça la vraie raison. C'est même pas le coach, c'est pas le benching, c'est pas ça, là. C'est par manque d'amélioration. Le jeune n'est pas fou, il va le voir. Moi, j'avance pas ici, ça ne me donne rien, il va abandonner son sport. Juste et équitable. Je sais que vous êtes tous des parents, des fois c'est difficile. Il y a des parents qui vous tombent sur les nerfs, ça se peut qu'il y ait des jeunes qui vous tombent sur les nerfs, mais vous devez être juste et équitable, vous devez être au-dessus de ça. On doit être objectif avec les athlètes. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de parent dans le décor. Dans l'équation, vous êtes celui qui dirige, vous devez vous occuper des athlètes. Vous êtes pourvoyeur de service envers l'athlète. Juste et équitable. Être excellent pour écouter. Je vois tellement d'entraîneurs qui parlent comme là, je parle. Là. On n'écoute pas. Écoutez vos athlètes. Écoutez-les, ils vont vous sortir des affaires que peut-être qu'ils vont vous surprendre. Fait que on donne, on écoute, vous allez être surpris, même avec les tout petits. Être conscient de la physiologie du potentiel athlétique. Si on avait le droit, légalement, on pourrait faire des prises de sang et aller chercher l'indice d'acide lactique chez un athlète. On pourrait tout de suite dire à 85%, cet athlète-là a des fibres à contraction rapide au-dessus de la moyenne. Cet athlète-là a des fibres à contraction rapide en bas de la moyenne. Ça veut dire que dans la même cohorte d'un AVC, atome A, peu importe, tu vas avoir des clashs. Parce que tu fais une équipe avec ceux qui se présentent. C'est par défaut qu'on fait les équipes. C'est pas nécessairement les meilleurs athlètes qui vont être dans l'équipe, qui sont dans le parc, si on ne joue pas à Ringuette. Fait qu'on vit avec ça, nous autres, les athlètes. Soyez conscients de ça. Aujourd'hui, la science du sport nous prouve que beaucoup de pays scandinaves utilisent ça. Vous savez qu'on fait des camps là, de 5, 10, 15 heures d'évaluation. Ça ne donne rien, ça. Je m'excuse, là, mais ça ne donne rien. Il y a des tests scientifiques. Quand dans 1 heure et demie, tu sais tout de suite si c'est un athlète qui a un potentiel athlétique. Fait que ça, vous pouvez faire ça. Ça va raccourcir du temps. Ça va être plus simple. Ça va être plus honnête pour les parents aussi. Fait que quand vous avez ça, être conscient de ça, exemple concret. Il y a une année, on a un jeune de secondaire 4. Il monte en U16, là, chez nous, c'est la même affaire. Puis il pèse 5 livres et mesure 5 pieds 1. Fait que là, si on l'envoie dans le jungle U16, les gars de 6 pieds, 200 livres, ça se peut que ce soit dangereux. Donc là, on utilise la physiologie. On est conscient que lui, il a un retard de croissance. On va le gérer en conséquence. Comme on peut avoir un jeune secondaire 2 qui mesure 6 pieds 2, 200 livres. Mais lui, il fait jouer avec la même âge, c'est dangereux pour les autres. Chez Galinguette, les fédérations, tu n'as pas nécessairement le droit de faire ça avec les âges. Ça, vous devez les gérer en conséquence. Vous savez, un joueur trop fort pour la Ligue, vous les gérez en conséquence pour qu'il aide les autres aussi. C'est comme ça. Puis un qui n'est pas assez fort, bien, vous l'encadrez pour qu'il trouve quand même une estime de soi. Ça, c'est bien important de jouer avec la physiologie du sport. Ils n'ont pas toutes la même nature. Aimer répéter. Moi, Clément Jaudoin m'avait dit dans un séminaire, il dit, Frank, il dit, tu veux faire du coaching, il dit, tu vas aimer répéter. Mais c'est ça du coaching. Tu répètes. Si on prend un point de départ, puis qu'après la pratique, on finit comme un graphique un petit peu plus haut comme on a commencé, on espère. La pratique suivante, on devrait recommencer où qu'on a fini. Sinon, on ne progresse pas. C'est pour ça que des fois, vous avez des éducatifs, des exercices. S'il n'est pas bien fait, vous avez prévu 4 exercices, faites-les pas les 4. Faites-en juste 3, faites-les comme il faut, pour que l'éducatif soit validé par l'athlète. Puis quand vous revenez à la pratique d'après, juste un refresh d'une demi-exercice de la dernière pour que ça revienne, puis après ça, on continue. À ce moment-là, vous allez progresser toute l'année. Toujours en suivant un plan de saison qui est modifiable en passant. Ça, c'est bien important aussi. Aimer répéter, puis corriger. Ça, on s'en sert beaucoup, nous autres les coachs, parce que nous autres les athlètes, on n'a pas le droit d'avoir des chambres, en passant, on les gère. Ils arrivent à l'aréna, ils sont des paniers.
Ils partent, on leur donne. Sinon, ça va dans les estrades, ça game, ça chatte, ça ne sont pas à l'écoute. Ce qu'on fait avec ça, les coachs, nous, on va mandater un assistant coach, exemple, sur le positionnement du bâton, le positionnement de base, ou peu importe ce qu'on veut vérifier, on va corriger en temps réel dans le banc. Au lieu de filmer un match, tout décortiquer ça, faire une séance vidéo, ils sont déjà plus là mentalement. Même le lendemain, ils ne sont pas là. On corrige en temps réel. Fait que tu te prends un assistant coach, tu dis aujourd'hui, l'éducatif, c'est le positionnement du bâton dans le triangle. Tu fais juste filmer ça, puis tu corriges quand il rentre au banc. Regarde, puis tu délites. Donc là, tu as de l'éducatif en temps continu, temps réel, qui vont garder pour le match d'après. Fait que tu ne reviens pas en arrière, tu maintiens. Au moins, tu ne recules pas. Ça, utilisez-le comme un outil de travail. Ça va bien avec ça. Être créatif, ça veut dire quoi? Des fois, le monde se plaigne, j'ai une demi-glace, j'ai un tiers de glace. Au contraire. Parce que quand vous allez voir un match, vous allez voir un adversaire, vous allez avoir une équipe de l'autre côté. Il faut créer des éducatifs qui ont un lien avec le match. Donc, des battles, des one-on-one, des structures de jeu qu'on va retrouver dans le match. Fait que quand vous faites vos pratiques, même si vous avez un quart de glace, c'est parfait, parce que je vais vous ramener dans le passé. Dans les années 70, on avait pas mal de joueurs de hockey québécois dans la Ligue nationale. On se souvient tous de ça, ces années-là? 26 %. Aujourd'hui, moins de 4 %. Pourtant, on a toutes les structures, tous les programmes, puis on les overcharge sa structure, puis on a moins de résultats. Comment ça se fait? Bien, les pratiques de mag, pleine glace, pas d'adversaire, ça donne rien. À l'époque, il allait ses patinoires extérieures, il était 20 contre 28. Il fallait qu'il traverse la glace à travers des grands puis des petits. Puis quand il scorait, là, il était content. Fait qu'il travaillait toute la mobilité, fine motricité, protection de rondelles, protection d'anneaux, peu importe. Il apprenait sur le tas, malheureusement. Fait qu'aujourd'hui, il faut revenir un peu à ça, dire utiliser les espaces restreints pour qu'ils développent les habiletés. Sinon, ils ne développeront pas. Ça devient une survie de garder ton anneau si tu es pris dans le trafic. Si tu n'as pas de trafic, ils vont continuer droit, puis ils n'en auront pas d'adversité, ça ne marchera pas. Oui, mes enfants, là, ils n'ont pas fait de sport études, ils n'ont rien fait de ça. Puis ils ont tous réussi dans le top niveau. Pour une raison. Oui, génétiquement, il y avait une base athlétique. Il y avait une patinoire dans le cours. Et je ne m'en occupais pas. J'allais dans mon bar, un petit café Belle-Île. Je regardais ça, puis j'étais crampé. Ils prenaient des cônes, des bûches, ils s'amusaient. Quartier au complet était rendu chez nous. Les plus vieux que les plus jeunes, ça a fonctionné. Ça coûte 0 en passant. Utilisez des patinoires au parc, allez-y. Allez-y, 2 équipes au parc. Pas de règlement, les blancs avec les bleus, les tucs rouges, les go, amusez-les, ils vont se développer. C'est vrai. Soyez créatifs. Il faut que vous soyez vendeur aussi. Fait que si vous êtes dans une chambre, vous dites, là, il faudrait bien qu'on soit capable de... Ils vont dormir. Soyez créatifs, soyez dynamiques, faites de l'interaction avec eux autres, faites des petits concours à l'interne sur des devinettes, sur des questions. Gardez-les allumés. Vous devez être un vendeur. Moi, c'est la première chose quand un athlète rentre dans une chambre, je dis, comment ça va à la maison? Comment ça va à l'école? Je ne parle pas de sport jamais. Jamais parce que le sport dans une journée va représenter un infime pourcentage de sa journée. Il y a eu la maison, les parents, les frères, les sœurs, il y a eu l'école. C'est sa job, ça, à l'école quand il est jeune. Puis là, il arrive, il y a une pratique. Puis là, il parle juste de ça en arrivant. Ça se peut que ça ne tente même pas. Fait que, utilisez ça. Au bas de la maison, chez ton petit frère malade, comment ça va? Rentrez là, ils vont vous en donner. Là, ils vont vous en donner, c'est des éponges à ce moment-là. Vous le portez tout de suite, avec la pratique, c'est ici, c'est ça. Vous le dites, ça devient une éponge trop d'eau. Il n'écoute plus à un moment donné. Fait que, utilisez le volet social, les habits, la famille, l'école, parce que l'école, on dit tout le temps que c'est votre billet de loterie. Parce que quand tu as de l'instruction, tu as des choix. Puis quand tu as des choix, ben tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est être riche. Et nous autres, on utilise beaucoup ça avec nos athlètes. On parle pratiquement jamais de sport. Ça vient naturellement. Donc, soyez aussi
ouvert à ça, à parler autre chose que juste le sport. Tantôt, j'entendais une question d'un monsieur, je crois que c'était là-bas au niveau de nutrition. Puis, aujourd'hui, en 2019, d'après moi, là, si je cherche sur Google un nain albinos avec les yeux bleus que je vais ringuette pour le trouver. Soyez chercheurs. Si je peux vous donner une piste d'indication, là, allez juste taper « bienfait du multisport ». Vous allez comprendre des affaires incroyables. Incroyables. On a une sommité au Québec qui s'appelle André Lachance. André Lachance, il est à Baseball Canada, à Ottawa, mais il a écrit des documents pour le hockey en Finlande il y a 10 ans. Sont-ils bons, la Finlande? Ça ne va pas, la Finlande, hein? La Finlande a moins de joueurs de hockey que la région de la Médière. Puis on a battu Team Canada et Team USA, qui est 1 150 000 joueurs. Ça veut dire qu'ils font de quoi qu'on ne fait pas, là. La Suisse a manqué battre Team Canada, l'autre jour. La Suisse a moins de joueurs de hockey que le Québec, là. C'est parce qu'ils font des affaires qui sont inclusifs multisports pour développer l'athlète. Tantôt, on va vous donner des pièges à éviter. Vous allez être surpris. Développer du power skating, s'il n'y a pas de fast twitch, il ne sera pas plus vite. Il faut que tu aies un monde rapide pour être rapide. Ça fait que, mais pas trop d'argent, ça strap PHP parce qu'il ne partiront pas plus vite. T'es mieux de la mettre ailleurs, l'argent. On va vous en parler de ça, là, un petit peu plus loin. Gérer les blessures. Un athlète fait des efforts physiques, il travaille 3 filières énergétiques, la force, la puissance, l'endurance. C'est les seuls sports, un gars de hockey, les sports de glisse, où dans une présence de 45 secondes, on va utiliser les 3 filières énergétiques. Je suis en bataille pour l'anneau, je suis en aérobie, 0-10 secondes, je me bats pour avoir l'anneau, je suis en force. Je récupère l'anneau, j'explose pour faire une sortie de zone, je suis en puissance, puis là, je fais un back-check 2 fois, je suis rendu en endurance. Donc, un athlète de glisse hockey ringuette, ça doit être un athlète complet. Ça fait qu'il y a une façon d'entraîner ça, c'est des intervalles, mais il faut savoir si notre athlète, c'est un athlète de puissance, de demi-fond ou de fond. Il y en a qui jouent à ringuette, qui est un sport de puissance, d'explosion, mais il serait bon en ski de fond pour faire des longues distances. C'est pas grave, il faut juste le savoir. C'est juste ça. Gérer les blessures, travailler, c'est tough. C'est tough ces sports-là pour le corps. Mais si votre jeune il est blessé, il ne le dit pas, vous l'avez vu tomber, vous voyez que le coup d'après, mais ça, c'est votre rôle. Hein. Gérer les blessures, appeler le parent, vérifier. Il était à la clinique. Moi, j'ai vu des jeunes jouer avec des pieds cassés, là. Trop gêné d'en parler. Pas de sens. Fait que ça fait partie du coach aussi. Gérer les blessures. Appliquer un code d'éthique, des règles internes. Très important. Ils ont ça sur tous les sites, là, les codes d'éthique et tout ça, mais faites juste les mettre simples, mais l'appliquer. Vous avez 40 règlements, ça paraît bien dans le meeting, les débuts de saison, vous ne les appliquez pas, ça ne donne rien. Mettez-en en simple, appliquez-les. Vous allez voir, ça va être plus facile à ce moment-là. Être humble et donner le crédit aux athlètes. Moi, j'ai coaché autour de perdu 2 games dans l'année, gagné 4 bannières, vos gueules. C'est les athlètes qui font ça. Vous autres, vous êtes là avec du banc, comme accompagnateur, vous ne comptez pas de but, vous autres. C'est eux autres. Ils vont perdre, c'est eux autres aussi. Il n'y a pas de fiche qui appartient à un entraîneur. J'en ai vu pas mal, là, puis moi, quand je parle d'un entraîneur, puis j'en engage, il y a 14 temps plein chez nous. Puis quand la première chose, il me dit, moi, ma fiche, ben, une temps de 3, c'est fini, terminé, bye. Moi, je veux savoir, dans ta dernière cohorte, qui était X ou Y, combien d'athlètes ont gradué à la cohorte supérieure qui ont été développés? C'est là que je vais juger l'entraîneur. Peu importe le calibre. C'est là que je vais regarder l'entraîneur, la capacité de l'entraîneur. C'est pas sa fiche. Je te donne les meilleurs joueurs, une bonne fiche. Ça se peut que le meilleur entraîneur ait une fiche de 4-20 à la fin de l'année. Puis c'est le meilleur entraîneur. Fait que ça, soyez conscients de ça, soyez humbles, puis donnez le crédit à vos athlètes. Tantôt, je vous ai dit savoir c'est qui ton athlète. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Puis ça doit être redondant comme geste.
La semaine d'après, tu sais qu'il y a eu de quoi à la maison? Ça va? Oui, c'est beau. Veux-tu en parler? Tout le temps, 2 adultes avec un enfant, un mettre seul, évidemment. Vous allez voir comment cet athlète-là va sourire, puis va vous faire confiance, puis il va s'améliorer par la suite. C'est phénoménal. On ne parle pas de sport, là. On parle d'être humain. Ça marche comme ça, surtout chez les jeunes. Gérer les médias sociaux. Oh là là. Nous autres, on a des règles qui interdisent d'utiliser le nom de l'équipe, le nom des joueurs, le nom des entraîneurs, le nom de l'organisation pendant toute l'année. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Dis que ton chum a un gros nez, envoie-le, mais tu ne feras pas ça quand tu es dans l'équipe de Ringuette, des Moulins ou peu importe. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça. Au même titre qu'on n'a pas le droit de dire qu'un athlète, on ne le trouve pas bon là-dessus, c'est la même affaire. Fait que ça, c'est une règle très importante de 2019 qui n'existait pas nécessairement il y a 15-20 ans. Ça, c'est majeur. Puis ça crée des conflits. Surtout les filles à l'école. C'est incroyable. On est dans les écoles, nous autres, primaires, secondaires, post-secondaires. Phénoménal, les chicanes avec ça. Dans le temps, ça se réglait autrement. Mais là, c'est la police, parce qu'il y a des menaces. On perd du temps avec ça, je vous le dis. Là. C'est un outil. Mais faites attention à ça. Gérez-les. Nous autres, quand ils rentrent là, dans le bucket, on part après avec. Fait que si tu textes après, tu n'es pas sur mes heures d'activité, puis tu es interdit de parler de notre équipe. Si tu gagnes le championnat, vous êtes content, puis c'est positif, puis le coach est content, c'est correct, pas fou non plus. Mais on ne veut pas que ça sert à bitcher en guillemets. Enseigner le jeu des 6 erreurs. Ça, c'est le premier meeting que je fais aux parents quand on commence l'année. Ça, vous pourriez prendre ça en note, c'est important. Je donne tout le temps l'exemple de Joe Blow, que c'est un bon athlète, dans la moyenne. Puis, il n'a jamais eu de gros matchs, jamais de mauvais. Mais soudainement, dans un tournoi, là, il est hot. Là, d'un coup, là, il débloque. Puis là, il est tellement hot qu'il perd ses focus puis ses repères, puis le grand-papa et la grand-maman sont rendus 22 dans les estrades et des cloches. Ils sont contents d'être pop. Mais là, nous autres, on a un concept d'équipe. Hein, concept d'équipe, c'est un sport collectif. Sinon, Calvo, tennis en simple, il va tout seul. Puis sur le mur de l'école, il n'y aura même pas d'adversaire à votre malheur. Il est en sport collectif. Ça veut dire que le jeu des 6 erreurs, je dis à mes parents, j'explique mon Joe Blow, il y a tout qu'un tournoi, puis là, écoute, on arrive en demi-finale, on n'a jamais fait ça de l'année. Fait que là, c'est des nouvelles affaires qui arrivent dans la vie des jeunes athlètes. Puis on explique, là, présence courte, trichez pas, ça a marché jusque-là, faites attention dans votre zone. On a tous des critères importants. Puis on se ramasse en finale, en overtime. Tout le monde est ses dents, ils n'ont pas rien gagné de l'année. Puis là, mon Joe Blow, je l'appelle au banc. Il n'écoute pas ce qu'il veut compter, là. Il n'écoute pas, il passe droite. C'est beau. Il est fatigué, il arrive au fond, pas le puck, pas l'anneau. Là, il se rend compte qu'il s'en vient au banc. Il n'avance plus. Ça veut dire que le change-up est retardé. Ça a créé un gap, une ouverture au centre. Le défenseur est trop loin et pivote du mauvais bord. L'autre défenseur, le gars qui l'a remplacé a tombé en pleine face, il voulait tellement aller vite. Puis là, le goaler donne une cochonnée, une minune. On parle de game. C'est qui le coupable? Joe Blow est assis au banc. Personne ne voit ça. Un vrai coach va le savoir. Joe Blow, si tu avais fait ce qu'on a demandé collectivement, la chaîne des 6 erreurs ne se serait pas produite. Parce que c'est un jeu d'erreurs. Quelqu'un a bu, il y a eu 6 erreurs. C'est pas dans le journal le jeu des 7 erreurs. Là. Sa glace sont 6. Si le goaler donne un mauvais but, ben oui, c'est une erreur. Et lui ou elle, c'est le seul qui sort ça du net. Personne ne va le voir pour sortir ça du net. Après, ils sont tous partis, c'est pas moi, pas ma faute. Puis Joe Blow est assis au banc, puis le parent de Joe Blow dit « Pourri le goaler! Pourri, pas du coup du goaler! » Mais parce que ton gars, c'est l'erreur 1 qui a enchaîné la cascade. Soyez ouverts à ça, de comprendre d'où ça part, puis revenir après ça avec vos athlètes. Écoutez, c'est une cascade d'erreurs. C'est pas grave, on apprend. Mais Joe Blow, si c'est bien adressé, il va s'en souvenir pour un méchant bout. Et tout le monde, ça va servir la cause. Donc, c'est éducatif. C'est pas réducteur, c'est éducatif. Donc, au lieu des 6 erreurs, pensez à ça.
Développer chez l'athlète le fait d'aimer s'entraîner pour s'améliorer. Si vous développez ce sentiment-là qui vient à l'aréna, dans l'optique, qui est heureux de venir pour s'entraîner, dans le but de s'améliorer, il n'y aura pas de trouble, mais tu as fait toute l'année, il va être content. Peu importe victoire de défaite, peu importe où passe. Fait que ça se développe. Selon toute étude scientifique reconnue par les experts dans tous les sports, l'athlète d'élite, pour ceux qui visent l'élite, c'est correct, on a le droit d'accompagner l'élite, c'est correct, c'est sain, c'est des exemples pour les autres. 85% de la réussite d'un athlète appartient à l'athlète lui-même. Le 15% qui reste, c'est son coach, ses parents, ses amis, puis le programme dans lequel il évolue. Pas plus que ça. Je donne un exemple. J'ai deux joueurs, deux joueuses, même calibre, même grandeur, même affaire. J'en ai un que son père est en prison, sa mère n'est pas trop là, fait que milieu familial, pas facile. Mais lui, il ne triche pas. Il s'entraîne, il demande 20 push-ups, il en a 24, on dit il est gros, c'est beau. Il est honnête dans son entraînement. Il le fait pour lui. Il travaille fort. Donc, son 85% à la base, il l'a, là. Côté familial, ami, programme, ça se peut qu'il y ait un coach tout croche, pas trop de pratique. Ça veut dire qu'on va y enlever son 15%. On est d'accord? Il ne l'a pas, ce bout-là. Il y a quand même 85% à magasiner dans ses poches. Je prends l'autre, là. Je ne ferai pas de stéréotype, mais mettons une angle le plus facile. Là, son père a 3 Jaguars, ça va bien. Il débarque un petit peu en retard. Il a du Gucci dans les pieds. Il rentre à l'aréna. Lui, il est un petit peu plus facile. Il travaille pas fort, lui, parce qu'il y a une maison qui ramasse. Là, je donne des extrêmes. On comprend? Mais lui, son 85%, si je me retourne, il a fait 17 push-ups, puis il se lève, puis il me dit, c'est beau, coach, on fait. Il prêche à lui-même. Chez eux, parents, tout l'environnement est parfait, il a son 15%, mais 60 sur 85. Ça veut dire que 75. Ça veut dire que même un environnement hostile, le vrai athlète va se développer plus. C'est prouvé, là. C'est pour ça que vous avez des Yannick Gourde dans le national qui n'ont pas été draftés. Parce qu'ils ont travaillé plus fort que les petits poulets qui ont tout eu gratuit. Sans être méchant, Jonathan Drouin, là, il manque une suce, là, c'est à peu près tout. Parce qu'il a eu ça facile depuis qu'il a 8 ans. Il ne comprend pas ce bout-là. Yannick Gourde, il va être meilleur que lui, il n'a pas été drafté parce qu'il a travaillé tout le temps. Puis il y en a d'autres, là. Perron avec Saint-Louis, je peux vous en nommer un paquet. Fait que soyez conscients de ça. Un jeune, une jeune, en arrière d'une grange, sur un étang avec des bûches, ça se peut qu'il s'entraîne plus que l'autre, que le complexe du Spéro à lui tout seul. Ça se peut qu'il soit meilleur. Soyez conscients de ça. Ça appartient à l'athlète. Respecter le protocole de développement long terme de l'athlète selon les études scientifiques, selon le DLTA, vous connaissez tout ça. Quand ils ont 5-6 ans, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils ont 7 à 10 ans, qu'est-ce qu'on fait? Et ainsi de suite. Si vous faites faire des choses de 16 ans à 4 ans, ça se peut qu'ils lâchent le sport. Vous dites ça. Et suivez ça, vous avez ça dans toutes vos formations. C'est accessible sur coach.ca, Coach Canada, il y en a partout de ça. Vous les avez toutes, les DLTA, développement long terme de l'athlète. Ensuite de ça, attendez un peu. OK. Si vous ne voulez pas vous tromper, dans le développement d'un athlète, donnez-vous des mesurables, des indicateurs de performance. Donc, en début d'année, il y a une égalité qui est une préparation. Quand vous allez avancer, bien, on va être en période de compétition, puis après ça, on va être en post-saison. C'est à peu près ça, une saison très, très simple résumée. Donc, un plan de saison minimal. Je vous l'ai dit, ça prend 200 heures à écrire un plan de saison qui a de l'allure. Puis à chaque fois que je l'ai fait, j'arrête pas de barbouiller dessus. Une tempête, pas de pratique, cloc, cloc, cloc. Tout ce qu'on veut voir, il t'arrive d'autres choses. Fait que tu passes ton temps dans ton plan de saison. C'est correct, ça fait partie de la business du sport. Mais au moins, tu as un guide. Ça veut dire que tu as mis une fondation, tu coules du ciment, tu peux mettre des murs à un moment donné et un toit.
Quand je vois un coach au mois de mars, qui a perdu un tournoi en février, puis est insulté, qui fait du power skating au mois de mars parce qu'il est frustré, il n'a pas compris, là. Ça aurait dû être fait avant, là. Si tu es rendu à faire ça en mars, c'est parce que tu n'avais pas de plan. Soyez pas réactifs, soyez constructifs. Ciment, mur, toit. Technique de base, entraînement, technique de base, tactique individuelle, tactique collective, système de jeu psychosocial avant les tournois. Arrêtez les pratiques de fou, faites-les jouer des activités pour qu'ils buildent une équipe. C'est comme ça qu'on fait une saison. Fait que pensez à ça. Là, on va vous rentrer un petit peu dans le futur. Nous autres, on a un avantage, c'est qu'on travaille avec des sages, des experts de tout domaine, puis on est un peu comme des cobayes. Donc, on essaye des nouvelles structures, des nouvelles façons de faire, puis surprenant, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Vous avez des notes à prendre, prenez-les parce que là, ça coûte zéro. Il faut faire ça dans le gymnase d'école. Vous allez voir une amélioration incroyable de vos athlètes. Activité rassembleur. Tout le monde dit « Ah, il va bien faire du power skating. » J'ai rien contre ceux qui en font, là. Mais il reste quand même que 20 sur une glace avec un coach, là, on ne corrige pas grand-chose. On fait patiner. Okay. Qu'est-ce qui peut remplacer ça? L'hiver, qui serait une activité agréable, qui ferait changement, puis qui travaillerait encore plus, les propulseurs et la raquette. Ça fait que nous autres, là, ce qu'on fait dans la semaine, le jeudi, à 7 h, vous venez chez nous, lampe frontale, on fait de la raquette. Amène ton chien, ta soeur, ton frère, pas de problème. On envoie les parents d'un bord, puis on prend les athlètes et des petites raquettes de course, puis on fait des intervalles training. On travaille bien coulé. Donc, on travaille la gravité plus un poids, une charge. On travaille beaucoup plus l'explosion que du power skating. Ça a coûté zéro. C'est un exemple. Il y en a plein de ça. Multisport neuro. Ben, nous autres, on a eu la chance de faire des protocoles de recherche avec le Dr. David Tengis, qui est un neuroscientifique, qui a travaillé avec la MLB, NFL, Ligue nationale. Calvillo, qui était carrière des Alouettes, c'est le Dr. Tengis qui a dit « Tu ne peux plus jouer professionnel » avant les neurologues puis ceux pour les commotions. Il le savait. On va vous expliquer pourquoi. Lars Eller, l'ancien du Canadien, puis T.J. Oshie, des Capitals, mais il s'entraîne le cerveau avec Dr. Tengis pendant les playoffs. On entraîne le cerveau aujourd'hui. On est arrivé à des limites au niveau de la physiologie, de la nutrition, puis de l'entraînement. On ne peut pas plus s'entraîner qu'on peut s'entraîner à un moment donné. Là. Gretzky, là, c'était-tu le meilleur patineur? Était-tu physique? Y avait-tu... C'est quoi qu'il y avait, Gretzky? Il n'y avait rien de bon dans tout, mais c'était le meilleur. C'était ça. Sa machine à poids, l'ordinateur qui gérait à Ferrari, lui, il était prédictif. Il savait ce qui viendrait dans le game. Ça s'entraîne. Puis dans le livre de son père, Walter Gretzky, quand il était jeune, il s'assoyait à ses genoux de son père, il regardait la télé, il y avait les crayons Prismacolor, puis quand il y avait un but, il suivait le joueur, puis il faisait une flèche. Donc, il a développé en bas âge une perception de plan de la game avec des probabilités. Naturellement, par lui-même. Puis ça, quand Gretzky était sur la glace, il savait où que le puck irait. Pas ce que je fais avec le puck dans le moment. Donc, il est devenu prédictif. Mais ça s'entraîne. Moi, j'en ai un chez nous qui est un cobaye pour le Dr. Tengis, c'est mon gars. Puis, sa carrière junior, sa carrière universitaire, puis sa carrière pro, actuellement, hein, le gardien de but, il est pour 700 millions de victoires. C'est rare. Si vous pouviez le voir s'entraîner, là, vous diriez, envoyez ça à l'osile tout de suite. Oui, il va s'entraîner au gym, il mange bien, mais il s'entraîne avec un métronome, avec des bouts de crayon, puis des cartons de couleur. On va passer des détails, parce que c'est quand même long à expliquer. Dans sa chambre. Fait qu'il synchronise ses ondes cérébrales avec des prises d'information. Ce que ça fait. Dans un match, vous avez
une puck, un anneau, un ballon, n'importe quoi. Vous avez un élément en mouvement, vous avez une équipe d'un bord, de l'autre bord. On court après. Ça veut dire que, normalement, il va y avoir 2 personnes sur l'objectif, sur l'objet. Puis 2 en appui, puis à peu près 20% des athlètes vont être dans l'action. Les autres observent. Bien, quand on travaille du neurosport, c'est-à-dire le cerveau, à prendre plus d'infos dans un temps donné, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute des éléments. Vous pouvez faire ça dans le gymnase. Écrivez ça, Hanbasso. H-A-N-B-A-S-O. Vous allez comprendre. Ça n'existe pas sur Google. Il n'existe pas celle-là. Je l'explique celle-là parce qu'il y a une multitude qu'on a développée à l'interne. Vous voulez travailler à position de base, le positionnement, genoux fléchis, qui ne sont pas capables, ça glace, comme ça. On va travailler en gymnase, ça ne coûte rien. Gymnase d'école, là, coûte 15$ à l'heure. Il n'y a pas de glace, pas de problème avec ça. Allez dans le gymnase d'école. Faites-le jouer au handball, avec les règlements d'handball. N, dans le mot Hanbasso, handball. Handball, il y a 3 consignes à peu près. Structure de jeu, 3 pas, tu peux lancer. C'est assez simple à jouer. Tout le monde peut jouer à ça. Mais tu as quand même une structure de transition attaque-défense. Défense-attaque. Donc, tu as une structure de jeu qui est commune à Ringuette. 3 minutes plus tard, on va ajouter un ballon de basket dans le jeu. On continue avec les 2 ballons. OK, là, j'ai un ballon de basket, je peux dribbler, marcher. Lui, je ne peux pas dribbler. Donc là, au lieu d'avoir 3 consignes puis 20 joueurs en action, c'est exponentiel. Hein? On tombe à 18 consignes, 60% de joueurs en action. C'est pas fini. 3 minutes plus tard, on va ajouter un ballon de soccer. Là, l'athlète, le ballon de soccer, c'est des pieds. Il ne peut pas prendre les mains. On travaille tout le corps. Ça veut dire que là, on tombe avec l'exponentiel, 115 possibilités au lieu de 3. Puis 90% des joueurs sont en action. Donc, ce qu'on fait, on dit au cerveau, assimile plus d'informations dans le même temps donné que ton sport. Inévitablement, tu vas améliorer ses prises de décision. Au lieu de paniquer avec l'anneau, ils vont tout voir ce qu'ils doivent voir. Parce que quand tu reviens après avec un élément, ça ralentit le jeu. Puis au lieu d'être séquentiel, mon mauvais goaler, il dit, au lieu de suivre la POC comme on m'a montré tout le temps, il dit, en m'entraînant comme ça, il dit, dans le net, il dit, je veux tout. Il dit, je veux le change-up, je veux le gars qui est en bas, qui est gaucher, droitier, je veux le rush, je veux qu'il peut faire un rimboard, puis un backdoor. Il dit, j'ai toutes vu les possibilités avant qu'il le fasse. C'est la méthode Gretzky. Ça fait que, des fois, il fait des arrêts que même c'est voir, je dis, écoute, comment t'as fait ça? Mais je savais qu'il irait là. Avant même que le jeu se rende, il savait, selon la probabilité, puis le picture général. Mais ça, là, faites ça avec vos petits. Hanbasso, handball, 3 minutes. Rajoutez basket, handball. Rajoutez soccer, Hanbasso. Vous allez voir vos jeunes, quand ils vont jouer les ballons, ils vont trouver ça plate. Ah non, il faut envoyer des ballons. Là, c'est infini, là. On joue au basket-ten. Une basket badminton. Tu as une raquette, tu as des moineaux, puis tu as un ballon de basket. Tu essaies de faire un basket avec des moineaux. C'est fou. Ils ont du fun, ils s'amusent, ils sont tout le temps en position de base, tout le temps en structure de communication. Tout ce que tu souhaites d'une game de raquette, ils le font. Ça ne coûte pas de location de glace, ça ne coûte pas cher, ça. Faites-en les affaires de même. Hockey-balle ou ringuette dans le gymnase. Un anneau de feutre, une balle, ça ne fait rien. Faites la même affaire. Commencez avec un anneau, mais trouvez des couleurs. Un anneau de feutre bleu. Ça vaut rien pour rien. Tu comptes un but. 2 minutes plus tard, tu mets un anneau rouge. Ça vaut 2 buts. OK. Là, tu viens de dire au cerveau, il y a 2 couleurs à gérer, puis il y a 2 systèmes de points. L'exponentiel fait son affaire. Là, la fille va dire, oh, je mis une note d'énergie, c'est à 11, c'est à 2. Parce que peut-être qu'il va laisser le breakaway, mais il va peut-être partir à 2-0 la 2 points. Tu fais des liens neurologiques. Puis là, 2 minutes après, tu savais, un autre anneau orange. Elle vaut 3 buts. Ils sont fous. C'est parti. Là, ils capotent. Ils ont du fun.
Ça prend des arbitres allumés. Ça prend 3 par an parce qu'il y en a qui checkent l'anneau là, puis c'est 3 buts, 2 buts. C'est tough pour les coachs, je vous le dis. Quand ils retombent à un anneau, là, ils trouvent ça plate. Je vous le dis, ça coûte rien. C'est mieux qu'aller sur la strap, là. Pour ceux qui font de la strap, j'espère qu'il n'y a pas de propriétaire ici de strap, parce que l'Université de Cornell a fait une étude, ils l'ont coupé en 2 pour montrer les côtés de face du treadmill qu'on patine. Je vais vous l'expliquer. Ça, c'est le treadmill. La strap. Synthétique. Pas d'eau, pas de glisse. Une pente. Avez-vous déjà vu une patinoire de même, ça? Ça n'existe pas, les patinoires de même. Sinon, il y a une équipe qui va être dans la chenoute solide. Ça fait que ce qu'on fait avec ça, et de la business autour de ça, c'est qu'on dit aux gens, « Ah, ça va t'aider ton patin. » Mais on travaille le haut des cuisses qui vont devenir trop musclés pour le bas de la cuisse. Donc, on va ralentir son patin sur de la glisse avec de l'eau sur une glace. Pas de suite. Puis on va user prématurément tous les ball bearings, les tendons. On va cristalliser les tendons en bas âge. Puis à 15 ans, il est écœuré, fini, puis blessé, comme un gars de 30 ans. Arrêtez ça. Ils grandissent. Ils ont des phases de repos avant à l'adolescence. C'est pour ça qu'ils dorment plus longtemps quand ils sont ados. Ils poussent comme une plante. Il faut suivre l'évolution, les repos. Surchargez pas. Soyez conscient qu'une poussée de croissance peut pousser des fois d'une épouse d'ennui. Ils en ont partout. Là, tu dis, « power skating, ça se trappe. » Arrête. Soyez logique. Puis je vous le dis, Google, multisport bien fait. Des études scientifiques vont en sortir 100. On le disait il y a 10 ans, il n'y avait pas de data tant que ça. Il fallait aller chercher. Là, il y en a partout. Utilisez ça. Ça va pareil. Autre truc. Interval training. Étant donné qu'on est dans un sport où on travaille force, puissance, endurance, les 3 filières énergétiques, bien l'été, là, ou quand il n'est pas à ringuette, peu importe, il n'est pas dans son sport, il peut faire l'interval training avec tous les autres éléments. C'est-à-dire, course à pied, fait le tour du quartier, jog 2 minutes, sprint 10 secondes. Jog 2 minutes, sprint 10 secondes. Jog 2 minutes, sprint 10 secondes. À un moment donné, il se donne des repères, là, c'est 5 maisons, à peu près 10 secondes. Je sprint de là à là. Après ça, je fais le tour de la rue, je sprint. Là, ce qu'on fait, on travaille exactement ce qu'on a dans un match. On module les présences. Et quand il récupère, il est au banc. Puis quand il explose, il est sur la glace. Je suis en vélo, je fais pareil. Je suis en kayak, je fais pareil. N'importe quoi. Un truc, tout le monde a un terrain de soccer dans vos quartiers. Le jour de l'été, il ne sait pas quoi faire. Prends ton vélo, amène-toi de l'eau, un fruit, un petit bâton. Moi, mon gars faisait ça. Là. Mon gars est pro, là, puis il n'y a jamais eu d'école à pu finir, de hockey, puis tout ça. Mais à 12-13 ans, il allait au terrain de soccer. Il faisait 7 tours. Sa longueur, il joguait. Sa largeur, il sprintait. Puis rendu au 3e tour, il se faisait des stations. Des step-up, des set-up, des push-up. Ça ne coûtait rien, ça. À un moment donné, il disait, là, je m'en vais au chalet, le gros, arrête. Ah, un autre tour. Ben, c'est lui qui... C'est pour ça qu'il a réussi, parce qu'il fallait l'arrêter. Et si on le pousse, c'est pas grave, il ne sera pas à top professionnel. Puis à Ringuette, il ne gagne pas lui avec ça. C'est pas un problème. Mais c'est ça pareil. Donnez-vous des trucs simples, intervalle training, modulé, ce qu'on vit dans un match. Il est au banc, il est en récupération. Il est en bac, en explosion. Fait que faites des modules comme ça. Allez voir intervalle training sur Google. Ça ne coûte rien, peu importe le sport que vous allez choisir. Ça fonctionne. Je dirais, en conclusion, puis là, si vous avez des questions, pas de problème, on va ouvrir les questions. Tout ce que j'ai fait de ma vie en coaching, ça fait 23 ans au total, là, tout ce que j'ai appris. Ringuette hockey, écouter des pros, essayage sur le terrain, écouter des experts, des sages. J'ai résumé ça avec 3 lettres. Puis des livres, là, en bas, c'est mon académie est en bas, là, je pourrais monter des livres, là. 600 drills, donc, bravo, 600 drills. Vous êtes mort, vous n'aurez pas tout fait. Voyons donc.
3 lettres. La saison, là, vous allez faire 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Il y a 3 secteurs dans la saison importants. Je ne parlerai pas de microcycle, puis toute la patente. Retenez que dans le premier tiers de la saison, vous êtes entraîneur-chef ou 2 assistants équitables, peu importe. Vous devez être directif. C'est pas le temps là, de vous estimer et d'expliquer. Tu fais des push-ups, tu fais ça, tu es directif. Tu installes une distance entre l'entraîneur et les athlètes. Tu n'es pas son ami. Tu n'as pas le droit d'être son ami. Tu es un entraîneur. Parce que si tu es ami avec une, l'autre, et ça ne finit plus. Tu es obligé de créer une certaine distance. Tu ne peux pas être bête et frette comme moi là. Mais il faut que tu fasses quand même une certaine distance, qu'il y ait un lien coach-athlète. Ça, c'est très important dans le premier tiers. Calculez votre saison qui débute telle date, puis finit telle date. Mettez une ligne là. Si tu es obligé de répéter après la ligne ici de la discipline, c'est parce que tu n'as pas fait ta job directif. Tes règlements, toutes tes consignes que tu veux que soient assimilées, c'est dans le premier tiers. Fin de l'année, ils ne t'écouteront pas. Si tu dis « Hey, je vais t'appliquer suspension. » Mourir de toi. Premier tiers, directif. Tu prends un steering, c'est toi qui dirige. Sans être bête, démontrer clairement à vos athlètes que tu sais où tu t'en vas, tu sais pourquoi on le fait, tu l'expliques, puis ils vont le suivre. Pas de problème. Deuxième tiers. Vous allez obtenir 3 lettres, c'est DCS. Ça, c'est 23 ans de ma vie dans le coaching, 3 lettres, pas pire. Hein? C'est le deuxième tiers de la saison. Il va falloir que tu conseilles des affaires à tes athlètes. Là, tu n'es plus directif. Là c'est la drill ne marche pas. C'est pas non, venez ici dans le comment. C'est pourquoi ça ne marche pas. Là, il faut que ça vienne d'eux autres. Parce que dans l'être humain, quand tu le dis, tu le fais, tu le corriges, tu le retiens plus que juste l'entendre. Donc, tu dis, pourquoi la drill ne marche pas? Là, t'attends. T'attends que les réponses sortent des athlètes. Parce que tu l'as répété pendant un tiers de temps. Là, ils vont arriver, ils vont dire, ben là, parce que la fille part trop vite sur le point B. Bravo, Geneviève, super. Là, il y en a un autre qui s'essaye, puis bing, 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 bing. Là, ils deviennent tranquillement, pas vite, autonomes dans les structures d'entraînement. Fait que tout ce qu'ils ont appris dans le premier tiers, ils vont commencer à le mettre en application par eux-mêmes. Nous autres, là, à Ulysse, si la drill ne marche pas, on n'arrête pas. Non. Pourquoi elle ne marche pas? Je l'explique. Replacez-vous. Puis on fait de la mathématique. On veut 5 joueurs là, tant de rondelles, tant d'anneaux. Puis on nous dit, on fait le dessin. Quand vous allez être placé comme ça, on va commencer. Là, ils se parlent. Hey, il faut être 5 là-bas, les anneaux là. Là, tu es autonome. Ça va beaucoup mieux. Ça, c'est le deuxième tiers. Tu deviens un conseiller. Conseiller financier, attends-tu de placer de l'argent là? Tu conseilles. Puis là, ça vient, une belle interaction. Là, c'est le bout intéressant de la saison. Dernier tiers. Si vous avez fait votre job, oui. Directif, conseiller. Premier tiers, directif. Ensuite, conseiller. Si vous avez bien fait ce job-là, puis ça va être votre auto-évaluation. Si ça, c'est bien fait, vous allez devenir simplement en support le dernier tiers. Ce qui veut dire en support, c'est que normalement, je prendrais grammairement, ici, il y en a du banc, ça roule tout seul. Ça roule tout seul. Les changements, tout roule tout seul. Le coach, il veut son support. Vous voyez quelque chose? Si tu as fait ta job. Si dans ton moment de support, tu es dans le directif, ta saison ne marchera pas. C'est comme ça que ça marche, coacher. Fait que 23 ans, DCS. Si tu fais ça, souviens-toi de ça, ça va marcher. Peu importe les victoires et les défaites, tu vas avoir accompli un développement. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup.